Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis Cédric Rostin, votre hôte, et je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast pour parler ensemble de parentalité, d'éducation, de promotion des droits de l'enfant tout en s'affranchissant du modèle patriarcal. Nous visons une société plus juste, pour toutes et tous, au travers du partage de spécialistes et aussi des vécus de nombreux parents qui cheminent. Je vous invite à nous écouter, à essayer de construire des ponts au lieu de dresser des murs, car ce n'est pas parce que nous voulons aller au même endroit que nous devons forcément prendre le même chemin, pour nous et surtout pour nos enfants. Et si on prenait un peu de recul sur notre façon de penser la santé de nos enfants? Pas juste leur température ou leurs microbes, leur santé globale en fait. Celle qui passe par le sommeil, l'alimentation, le mouvement, la qualité du lien, mais aussi par notre regard de parents, nos doutes, nos injonctions, nos tentatives de bien faire. Dans cet épisode, je reçois deux invitées passionnantes pour en parler. D'abord, Audrey Njavé, infirmière clinicienne spécialisée en pédiatrie et périnatalité, fondatrice de plusieurs cliniques et suivie aujourd'hui par plus de 400 000 personnes. Elle accompagne les familles depuis des années avec une approche à la fois rigoureuse et respectueuse du rythme de l'enfant. Si elle est connue pour son expertise sur le sommeil, c'est bien la santé des enfants dans son ensemble qu'elle nous aide à mieux comprendre ici. À ses côtés, Émilie, qui dirige aujourd'hui les laboratoires Unae et Nateos qui soutiennent aujourd'hui cet épisode. Avant cela, elle a eu 1000 vies. Metteuse en scène, chanteuse lyrique, comédienne, coach, maman bien sûr. Ce sont de lourds problèmes de santé qui l'ont amenée à revoir profondément sa manière de prendre soin d'elle. La nutrition était un tournant. Elle y a découvert un levier d'action puissant qu'elle met aujourd'hui au service des autres à travers 2 marques de compléments alimentaires naturels, exigeantes et transparentes. Dans cet épisode, on parlera d'instinct parental, de surcharge d'infos, d'autonomie des enfants, de vitamine D aussi, de stress, de portage, de sélectivité alimentaire, de confiance et de cette fameuse frontière floue entre faire assez et vouloir tout faire parfaitement. Tu verras, il n'est pas question ici de recettes magiques, mais de perspectives, de vécu et d'outils concrets pour avancer sans culpabiliser. N'hésite pas à t'abonner au podcast, à laisser une note avec un max d'étoiles et commenter partout c'est possible, comme sur Apple Podcast et Spotify. Là-bas, je peux même te répondre. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Tu peux aussi réagir en laissant un audio sur l'outil SpeakPipe, même depuis ton téléphone. Le lien est en description. Et si tu souhaites soutenir financièrement le podcast pour l'aider à se développer, tu peux t'abonner à Papatriarcat Plus pour écouter les épisodes sans pub, en avance et avoir accès à plus de 80 bonus. Le lien est aussi en description. On y va tout de suite avec ma première question. Quand on devient parent, on est vite confronté à la question de bien faire pour la santé de nos enfants. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ou interrogé dans vos débuts? Alors moi, mes débuts en tant que maman, je vais essayer d'avoir un regard à la fois professionnel parce que c'est mon métier, mais de maman aussi, parce que j'ai aussi 3 enfants. Je crois que ce qui m'a marqué, c'est cette sensation, ce sentiment, ce ressenti que tu as un être tellement fragile dans tes mains, avec l'impression de le briser, en fait, d'être pas sûr de tes gestes, de pas savoir quoi faire, d'avoir l'impression que tout ce qui va rentrer dans sa bouche peut être quelque chose qui lui est favorable ou défavorable. Et je trouve que ça se joue même quand tu es enceinte, parce que du coup, on ne sait jamais quoi donner. On nous dit « Ah non, tu dois pas manger ça, tel poisson cru, tel truc ». Donc, tu comprends l'impact de tous tes faits et gestes sur déjà ton fœtus. Et je trouve que quand il naît, c'est la même chose qui se passe en fait. Et je vois les parents, aujourd'hui, moi ça fait maintenant plus de 20 ans que je manipule des nouveau-nés, et je vois les parents qui sont très hésitants dans leurs gestes. Donc je leur dis, allez-y, prenez confiance, prenez votre bébé dans les bras. Donc c'est cette fragilité, je trouve, comme un objet neuf, un peu qu'on veut pas abîmer, dont on veut prendre soin. C'est un peu ce sentiment qui me marque en fait. C'est vraiment on a peur on a très peur en fait, la peur de mal faire, la peur de blesser, la peur de blesser, ouais. C'est ça, la peur de blesser, la peur d'impacter négativement son enfant, avec les choix qu'on fait à tous les niveaux. Moi, tu vois, ça me l'a beaucoup fait, mais plutôt dans le côté, tu sais, quand il fallait l'habiller la première fois, j'avais trop peur de lui briser un bras, tu sais, ou de lui retourner une épaule. Ou... en plus, tu t'imagines des trucs pas vraiment possibles, mais tu sais pas, quoi. Et toi, Émilie, comment ça s'est passé? Ce que tu me dis me parle beaucoup. Et de cette super conscience de l'enjeu, de la fragilité, j'ai été tentée de vouloir être la maman qui coche toutes les cases. Et assez rapidement, j'ai senti que je me mettais une pression monumentale. Et pour des choses toutes bêtes, j'avais tellement peur qu'il dorme pas. J'avais un bébé qui dormait pas, que je pouvais pas poser. Et je passais des heures à essayer de l'endormir, à essayer, je sais pas, toutes les techniques de rituels du coucher. Et un jour, c'est vraiment quelque chose qui m'a marquée parce que je me suis vue sortir de la chambre hirsute à 23h en n'ayant rien fait de ma vie et me dire, alors ok, t'es consciente que tu veux vraiment bien faire, mais est-ce qu'il y a une caméra invisible chez toi ? Est-ce que ce serait pas plus simple de trouver un mi-chemin entre répondre aux besoins de ton bébé, mais aussi répondre à ton besoin ? Le truc qu'on appelle le fameux lâcher prise, qui doit pas devenir une injonction non plus.
Parce qu'il m'a permis à un moment donné de redescendre dans la pression, de m'écouter, d'écouter mon bébé, de me dire mais il a 3 mois, s'il veut s'endormir au sein, à 18 ans, il ne s'endormira plus au sein. Et ça a été quand même un truc hyper salvateur pour moi. Ça m'a montré la pression qu'on pouvait se mettre en tant que maman, en tant que parent, mais aussi comment est-ce qu'on pouvait la lever un peu, que ça voulait pas dire qu'on allait faire moins bien. Toi, si je comprends bien, l'injonction, c'était plutôt il devait s'endormir tout seul, c'est ça ? Et toi, t'as pris l'option, t'as fait quoi ? Du coup, t'as fait du portage pour l'endormir ? T'as lâché là-dessus ? Je voulais pas qu'il s'endorme seul parce que moi, j'étais partie pour le cododo, je faisais du portage, j'allaitais, mais je m'étais dit, je vais le mettre dans son lit de cododo le soir, puis je vais aller prendre une douche et manger. Enfin, je veux dire, Lol. Non. non. Et je me suis dit que je ferais mal si je faisais pas ça, que j'allais peut-être déstructurer son sommeil. Et en fait, je me suis dit, mais même là, je peux le mettre en portage. Et s'il s'endort dans le portage, et s'il s'endort à mon sein, qu'est-ce que ça va changer finalement ? Parce qu'il y avait un truc très normé dans ma tête où je me disais, mais il faut que je couche mon enfant à une heure convenable, dans son lit. Alors, moi, je n'ai pas ressenti ça. Alors, mes enfants sont plus vieux. D'accord ? Je pense que je peux dire qu'il y a eu une différence entre mon premier enfant qui est né en 2009 et mon dernier enfant qui est né en 2017. Pourtant, avec l'expérience et l'expertise d'une maman et d'une professionnelle, j'ai plus ressenti ce que tu décris, pourtant avec toutes les connaissances et l'expérience que j'avais, avec mon troisième enfant, que mon premier. Mon premier, on était très loin de ce qu'on peut vivre actuellement avec... on peut parler, je pense, de surinformation, d'abondance d'informations pour ne pas être un peu péjoratif dans le nom, d'abondance d'informations. Moi, les choses qui comptaient le plus, c'était la transmission familiale, en fait. C'est-à-dire que j'avais déjà vu des enfants dans ma famille, j'avais vu mes cousins, mes cousines, j'avais vu mes tantes, j'avais cette transmission, en fait, intergénérationnelle qui fait que je me suis jamais vraiment mis cette pression-là. Je faisais ce que j'avais envie de faire, en fait. Et j'écoutais mon enfant, plus que tout. Il y avait juste ça que je faisais. Je peux dire que mon dernier enfant en 2017, bizarrement, je me suis posé des questions. Je lui ai donné une tétine avec hésitation. J'étais là, mais qu'est-ce qui t'arrive ? J'ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi t'hésites à donner une tétine ? Parce que j'étais dans cette consommation d'informations. J'étais sur les réseaux sociaux. Alors à l'époque, c'était le forum Facebook. Puis je me suis posé des questions sur t'es sûr que tu lui donnes une tétine ? Ben oui, voyons, je l'ai fait sur mes doses. Tu vois, ça m'a fait douter. Donc, c'est drôle, mais tu vois, le période où tu es dans ta vie, l'expérience que tu as, l'entourage que tu as, la différence entre maintenant et il y a des années en arrière. Avec le recul, comment est-ce que vous définiriez une bonne santé globale pour un enfant aujourd'hui ? Moi, je le dis dans mon livre, c'est la réponse aux besoins. C'est très simple. C'est très simple d'être parent au final. On a un petit être qui est neutre, effectivement. On a le pouvoir d'impacter et de transmettre des choses positives et de l'élever. L'élever au sens propre, vraiment l'élever avec un grand E. On l'élève. Pour moi, élever un enfant, c'est vraiment l'élever au-dessus de ce que nous sommes en répondant à ses besoins. Les besoins sont primaires. Un enfant a des besoins primaires. On répond à ses besoins. Ça s'arrête là. Après, le reste, si on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, si on a plus, on fait plus. Si on n'a pas, c'est pas grave, tant qu'on répond aux besoins. Donc moi, la santé, c'est vraiment, et je le vois en tant que professionnelle, et je le dis aux parents quand aujourd'hui j'accouche du coup des bébés, et ce que je dis, l'important, c'est de répondre aux besoins de vos enfants. Donc aux vôtres, bien sûr, mais à ceux de votre enfant, parce que lui, il en a un peu plus que vous aujourd'hui. Et les vôtres vont arriver petit à petit. Vous allez prendre confiance en répondant aux besoins de vos enfants, et c'est comme ça que vous allez soutenir leur santé. Sommeil, alimentation, développement. Si ton enfant ne s'assoit pas peine de l'asseoir. Tu comprends ? Suis ses besoins. C'est ton enfant, ton meilleur guide. Et c'est ce que je leur dis. Je souris parce que récemment, j'ai une famille à la maternité qui m'ont dit j'ai une autre infirmière qui m'a dit j'ai OK, vous allez entendre, vous allez voir 10 000 façons d'emmailloter. Vous allez voir 10 000 façons qui vont dire quelqu'un va vous dire regardez, allaitement aux 3 heures, l'autre aux 2 heures, l'autre. La meilleure personne qui va vous dire quoi faire, c'est votre bébé. Mais pour ça, il faut l'observer. Et il faut juste répondre à ce qu'il vous demande. Qu'est-ce qu'il vous dit quand il communique avec vous, qu'il pleure, qu'il bouge, qu'il se déplace ? Il vous parle. Donc, juste observez-le. Puis, c'est lui qui sera le meilleur conseiller pour vous, les parents. Donc, pour moi, la santé globale, c'est vraiment cette réponse aux besoins primaires de son enfant et évoluer en tant que parent avec confiance. Au fur et à mesure qu'on répond bien aux besoins, on évolue et l'enfant va vers l'autonomie. La seule direction possible, c'est l'autonomie. Je trouve ça très joli ce que tu dis, ça me parle beaucoup parce que ce fait de répondre aux besoins de l'enfant, c'est aussi s'accorder, s'aligner. Et
Et je pense que par voie de conséquence, ça retire aussi toute une part de la pression qu'on peut se mettre parce qu'on se dit, en fait, mon enfant, il va marcher au moment où il va marcher, sauf problématique qui aurait été soulevée de façon spécifique. Mais globalement, c'est vrai que cette réponse aux besoins, elle est quand même la base d'une parentalité sereine et aussi d'un développement serein de l'enfant. Et après, il y a quelque chose souvent, moi en tout cas, qui me touche quand on parle de santé et de bien-être, c'est que très souvent dans la société dans laquelle on est, on se concentre sur les besoins physiologiques qui sont évidemment hyper importants, mais la santé mentale de nos enfants, dans comment on accueille aussi leurs spécificités, leurs émotions. C'est vrai que je me suis souvent dit, on apprend aux enfants les couleurs, les formes, on n'en apprend pas leurs émotions alors qu'elles sont des couleurs comme toute autre chose finalement, et que cet accueil-là de leur santé mentale, de comment est-ce qu'ils vont pouvoir s'épanouir, parce que tu vois, c'est vrai que s'élever, mais c'est aussi tout ce phénomène d'aspiration très positive, où l'enfant va pouvoir faire émerger en lui tout en même temps, c'est-à-dire aussi bien la marche, la parole, mais aussi toute la finesse de sa sensorialité. Et ça, je le vois aussi avec ce truc-là où les enfants sont moins connectés aussi à leur corps et à l'extérieur. Et il y a des études qui indiquent que les enfants, notamment en France, sortent beaucoup moins qu'avant. Et ce contact avec l'extérieur, ce contact avec le corps, c'est cette démarche de santé, je pense, pour les enfants, de pouvoir être connectés à eux. Exactement, c'est super important. Ce que tu dis, tu vois, s'élever. La santé, par définition, c'est pas que la santé physique, d'accord ? Ça, c'est la culture qui fait qu'aujourd'hui on parle que de santé physique. La santé, c'est pas se faire mal et voir le médecin. C'est pas ça la santé. La santé, c'est faire attention à soi de manière générale, à sa santé physique, à sa santé psychique. On fait attention à son corps, on se lave tous les jours si on a la possibilité, mais on fait attention à son esprit aussi. Et ça, c'est aussi dans la santé globale de l'enfant. C'est pour ça que je parle d'élévation. On l'élève à travers ce qu'on lui transmet. Mais une fois, j'avais fait justement une vidéo TikTok en disant, guys, la santé, c'est pas qu'être malade et aller voir le médecin. La santé, c'est avant. C'est tout ce qu'on fait avant pour ne pas aller voir le médecin, justement. Et pour l'enfant, c'est la même chose. Oui, puis en plus, il y a aussi ce côté en France, on en avait parlé dans le premier épisode qu'on avait fait ensemble avec Audrey, que tous les besoins physiologiques en France, en tout cas, sont pas traités de la même manière. Si le besoin physiologique de se nourrir, manger, ton enfant ne mange pas, tout de suite, ça va être un gros signal d'alarme chez le pédiatre, etc. Ton enfant ne dort pas ou ne dort pas bien ou quoi, laisse-le pleurer. Laisse-le pleurer, laisse-le. Et pareil pour la santé mentale. Je disais d'ailleurs, tu vois, sur le sujet de la santé mentale, quelque chose qui m'avait vraiment interpellé avec une comparaison avec le sport, c'est que si jamais quelqu'un venait te voir en te disant « Bon, je me suis remis au sport, j'en ai fait 6 mois, c'est bon, c'est fini pour la vie. » Tu vois. Mais c'est un peu pareil, tu vois, avec la santé mentale, c'est « J'ai pris soin de moi 6 mois, j'ai fait une thérapie, ça a duré 6 mois, 1 an, puis c'est fini pour la vie. » Tu vois. On n'a pas cette notion d'entretien, tu vois. En fait, on a cette vision que d'y aller quand il y a un problème. Donc on attend du coup d'être malade, en fait. Et c'est ça qui est un peu dommage. Pour revenir sur les parents, on parle souvent de l'instinct parental. Mais en fait, déjà, c'est quoi ce truc ? Est-ce qu'on peut vraiment s'y fier ? Dans un monde où va très vite, tu vois, tu parlais tout à l'heure de surinformation, l'instinct parental, écoute ton bébé, se faire confiance. Moi, je suis d'accord avec ça, hein, tu le sais. Mais d'un autre côté, tu vois, je me dis, quand t'es primipare, donc tu vois, quand t'as ton premier enfant, t'es là, tu fais, non mais d'accord, mais moi, je crois pas que je suis compétent pour savoir ce que me dit mon bébé, tu sais. Comment on fait pour dealer avec ça ? Quand tu vas marcher en montagne, il y a plein de chemins. Souvent, des fois, on se dit par où je passe ? Je prends quel chemin ? Qu'est-ce qui va guider le chemin que tu vas prendre ? C'est ton intuition. C'est-à-dire, je sens qu'il faut que je prenne celui-ci. Si ton intuition est bonne, tu vas prendre le bon chemin. Si elle n'est pas bonne, tu vas rebrousser chemin et tu vas prendre un autre chemin. C'est pareil pour la parentalité. Ton intuition, c'est ton instinct. C'est-à-dire que ton bébé pleure. Qu'est-ce que je fais ? Je vais lui donner un biberon. Allez, je vais l'allaiter. Je vais lui donner à manger. C'est pas ça. Je vais lui changer sa couche. C'est pas ça. C'est peut-être un câlin. Tu vas essayer. Tu vas répondre à ton intuition. Puis, au fur et à mesure que tu vas taper dans le mille, le jour où tu prends le bon chemin, tu vas répéter ce bon chemin-là. Et c'est comme ça que tu vas construire. En fait, moi, c'est comme ça que je décris souvent l'instinct, c'est comme ça. Mais il y a aussi des fois où tu es dans la montagne, puis tu as ces 3 chemins-là. Puis, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas sortir ta carte. Tu vas dire, OK, attends, je vais prendre une carte parce que là, je suis vraiment perdue, j'y arrive pas. Je suis trop brouillée, j'ai trop de brouillard dans le cerveau, je suis en train de vraiment, je suis trop déstabilisée, je n'arrive pas à choisir un chemin, je vais chercher de l'aide. Et c'est la même chose encore une fois pour la parentalité. Si le jour où votre intuition, votre instinct n'est pas assez puissant, n'est pas assez fort et
qu'est-ce qui va impacter votre instinct et votre intuition? C'est votre vécu à vous, c'est votre histoire à vous, c'est comment vous avez vécu cette grossesse, cette maternité, à quel moment de votre vie vous êtes quand vous accueillez cet enfant. Eh ben, ça se peut qu'il y a trop de brouillard dans le cerveau, puis ça se peut que vous n'arriviez pas à savoir quel chemin il faut prendre. Dans ces cas-là, les professionnels existent. Dans ces cas-là, il y a des gens autour qui sont là pour éclairer votre chemin. Donc, il y a des gens qui vont partir en montagne avec un guide, puis il y a des gens qui vont partir à l'aventure. Donc, c'est un peu la même chose pour la parentalité. Donc, cette intuition, cet instinct, c'est une question d'équilibre, c'est une question de confiance. C'est une question aussi de se préparer. Si j'ai besoin de me préparer, je vais me préparer. Si j'ai besoin, il y a quelque chose qui est très difficile, je trouve aussi en Europe, surtout en France, c'est cette fierté à ne pas demander de l'aide. On se sent plus fort quand on va pas demander de l'aide. On se sent meilleur quand on demande pas de l'aide. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On est plus fort à plusieurs. On est plus fort quand on va chercher de l'aide. Demander de l'aide, craquer, dire j'y arrive pas, c'est un signe de force en fait. C'est pas un signe de faiblesse. Ça, en entreprise, on dit tout seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Ben, c'est la même chose. C'est la même chose. Il y a pas de diplôme de super parent qui a tout fait tout seul. Au pire, vous allez vous épuiser. Au mieux, vous allez passer à côté de certaines choses parce que vous serez trop focus à vous concentrer sur une seule chose. Donc cette intuition, cet instinct qu'on appelle communément instinct, c'est le nom qu'on a décidé de donner en français. C'est pas le nom qu'on donne du côté anglophone, mais c'est quelque chose qu'on donne en français. Mais c'est cette intuition qu'on a tous pour quelque chose. Quand on prend une décision, quand on fait quelque chose, on suit son intuition. Ben, c'est pareil avec vos enfants. Puis quand c'est brouillé, ben il y a des gens qui existent pour vous aider. Moi, j'ai coutume de rappeler que quand tu parles de la notion d'aide, que en France, en tout cas, on a vraiment cette connotation assez péjorative avec l'aide, tu vois, comme si en fait on n'était pas compétent ou compétente quand on demande de l'aide. C'est pour ça que tu vois, on peut faire un petit saut sémantique et plutôt parler de soutien. Pour dire en fait j'ai besoin de soutien, c'est pas que je suis pas compétent, c'est pas que je suis pas compétente, c'est pas que mon enfant m'aime pas non plus ou que je l'aime pas parce que ça peut vite nous venir dans la tête. C'est juste qu'en fait là il y a un trop qui est même peut-être juste passager parce qu'en fait ça fait un mois que je dors plus, que j'en peux plus, et peut-être que dans 3 mois en fait ce trop me semblera facile parce que je vais redormir. Bon, 3 mois je suis optimiste mais faut bien un peu, mais tu vois, et je pense qu'il y a un vrai pas de côté à faire là-dessus. Sur la notion d'instinct parental, toi Amélie, comment est-ce que tu vis ça toi? Je suis assez d'accord avec ce que tu dis de ce chemin. J'aime beaucoup l'idée des chemins et de savoir demander effectivement du soutien. Ce qui peut être compliqué, et surtout aujourd'hui où il y a plusieurs phénomènes qui créent un cocktail un peu étrange, c'est des parents de plus en plus isolés qui peuvent notamment aussi se retrouver noyés d'informations, pas toujours les bonnes, et dans un phénomène de pression et de comparaison qui coupe un peu cette capacité à s'écouter, à se faire confiance, à se mettre en lien avec son enfant, à se mettre en lien aussi avec comment est-ce qu'on a envie d'être parent. Ce que tu dis, c'est très important. À quel moment est ton enfant? À quel moment de ta vie? Ce qu'on oublie très souvent, c'est qu'on grandit en même temps qu'eux. Et on est en fait en train de défricher avec eux en même temps. Et donc, ça veut dire non seulement de baisser une forme de pression dont on parlait tout à l'heure, parce qu'en fait, étonnamment, plus on va vouloir être sûr de faire très bien, d'avoir toutes les infos, de se surpréparer. Et pourtant, je trouve que l'anticipation, quand il s'agit de postpartum, d'accueillir un enfant, est très négligée. Donc, il faut savoir se préparer, mais il faut savoir aussi placer le curseur au bon endroit, entre bonne information, bien ciblée, des professionnels de santé, qui permettent de laisser on va dire, ce jeu possible et cette capacité de pouvoir laisser flotter, laisser chercher, laisser ressentir. Le problème, c'est qu'on est dans une société qui norme absolument tout, qui donne de l'information partout. Et il peut être un peu difficile de se reconnecter à cet instinct parental, alors que normalement, ça devrait bien se passer. Ça devrait être facile. Tu soulèves quand même un vrai problème, là, je trouve, Émilie. C'est qu'on a commencé un petit peu là, à défricher. C'est il y a l'instinct parental et ça, mais comment est-ce qu'on fait le tri entre ce qu'on ressent, ce qu'on nous dit, ce qu'on lit, tu vois, ok, la carte, mais en fait, si on nous a donné la carte de la mauvaise montagne, tu vois, ou si on se dit, mais en fait, je sais pas lire cette carte-là. Comment on fait, surtout quand il s'agit quand même du corps de nos enfants, tu vois, de leur santé, donc on s'inquiète. Comment on fait pour faire le tri, en fait? Moi, personnellement, j'allais pas prendre la carte de quelqu'un qui n'a jamais monté la montagne. Ok, déjà, premier point. D'accord. Je ne prendrai pas la carte de quelqu'un qui ne connaît rien aux montagnes. Ouais. Donc, je pense qu'il faut... Moi, je dis souvent à mes enfants, il faut allumer la lumière. D'accord? On a de la lumière. Allumer la lumière. Comme tu dis, on est dépossédé. En tout cas, on se laisse porter par cette surinformation et on laisse aussi le pouvoir à d'autres personnes. Et je pense que c'est très important
J'ai fâché beaucoup de personnes en disant ça, mais on prépare l'arrivée d'un animal dans une famille. On doit préparer l'arrivée d'un enfant dans une famille. On se renseigne sur la race de l'animal, on se renseigne sur son caractère, on se renseigne sur les croquettes à acheter, sur l'eau, on se renseigne sur tout ça. Est-ce qu'on se renseigne autant sur l'arrivée d'un enfant? Parce que c'est tellement naturel, c'est tellement quelque chose qui se fait depuis la nuit des temps qu'on se dit « Oh, ça va venir tout seul ». Mais pas du tout. C'est pas du tout, non, ça s'apprend. Je veux dire, ça s'apprend, ça s'expérimente en fait. Et c'est important de le comprendre, ça. Donc c'est pour ça que je dis allumer la lumière, dans le sens où allez chercher les informations si vous en ressentez le besoin, d'accord? Si vous n'en avez pas eu assez, ou si vous manquez des infos, dire là, je sais vraiment pas comment faire. Mais allez chercher l'information à des gens qui ont déjà monté la montagne, à des gens qui ont quand même appris à savoir créer un chemin dans la montagne. Donc à des professionnels de santé, mais pas n'importe lesquels, parce qu'on peut mettre n'importe quoi dans professionnel de santé. Si ton médecin, il a jamais remis en question sa pratique et que ça fait 20 ans qu'il dit aux parents laissez-le pleurer, ça lui fera les poumons. Pire, il vous donne une prescription de sirop pour le faire dormir. Ça existe. Il y a des questions à se poser. Donc, allez chercher. Je pense qu'aujourd'hui, moi, je suis fière d'avoir initié un mouvement en tant qu'infirmière où on sort de l'hôpital et on va amener les informations aux familles. Parce que, je suis désolée, mais aujourd'hui, après 10, 15, 20 ans d'expérience auprès des familles, moi-même, je n'irai pas confier mon bébé à quelqu'un qui n'a jamais parlé à une famille au-delà d'un écran. Je suis désolée, mais pour moi, ça fait aucun sens. Donc, je pense qu'il y a un besoin de reprendre possession du contrôle des informations qu'on consomme. Et je pense que ça, c'est dans les mains des parents, c'est dans les mains de personne d'autre. Donc, c'est à nous de prendre conscience de ce qu'on consomme. Aujourd'hui, je pense qu'on commence à avoir cette prise de conscience. Regardez les médias. Les médias traditionnels sont de moins en moins consommés. Aujourd'hui, une chaîne de télévision fait moins de vues qu'un média sur Instagram ou qu'un média alternatif sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que cette prise de conscience de ce qu'on consomme, elle doit déborder sur aussi la parentalité et sur notre chemin de parents. Si on est tout seul, on a beaucoup de monde autour, mais apprenons à consommer correctement. Pas que ce qu'il y a dans nos assiettes, mais aussi les informations qu'on consomme. Donc, pour moi, c'est ça. Et j'ai pas d'autre chose à dire aux parents que ça, en fait. Allumer la lumière et comment choisir, comment savoir. Informez-vous sur qui vous donne l'information. Tout à fait. Je pense aussi qu'il faut accepter de se tromper. Tout simplement, nous-mêmes, en tant que parents, de dire y a quelque chose qui me dérange. Moi, tu vois, tu parlais des médecins. Moi, je sais que... et là, je vais vraiment parler d'instinct parental, parce que moi, j'ai déjà des médecins qui m'ont dit non, mais là, c'est vrai que le cododo, ça suffit. Tu sais, on va parler, en France, on est très psychanalytique encore, malheureusement. On va parler du mais tu te rends compte, ton bébé, s'il n'y a pas de séparation avec la mère, à 3 mois, à 6 mois, c'est pas possible, c'est hyper grave, son développement psychique. Et en fait, moi, si tu veux, j'étais là, mais en fait... Pourquoi? Parce qu'en plus, nous, on dormait séparément du coup avec la mère et elle faisait cododo avec bébé, tu vois. Ce qu'on a refait d'ailleurs pour Lucas. Hein, et nous, notre objectif, c'était que tout le monde dorme bien. Ça marche chez nous. Mais tu vois, tu t'es bousculé des fois par des pros de santé comme ça, qui n'ont pas en effet remis en question leur pratique, qui ne sont pas mis à jour par ailleurs. Et surtout, moi, en fait, ça m'a interpellé. J'étais là, mais non, nous, on est bien comme ça. Pourquoi? En plus, je viens même pas de te parler de ça. Pourquoi tu me dis ça? Et je pense qu'en effet, si ça nous heurte vraiment... Dans le sens où, mais tout le monde a l'air heureux chez moi, en fait, de cette pratique. Non. Pourquoi est-ce que je devrais changer? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Amélie, comme ça? Est-ce que t'as des astuces, toi, pour faire le tri? Comment est-ce que toi, tu fais le tri dans ces infos-là? Moi, j'aime beaucoup l'idée de la lumière. Parce qu'à partir du moment où tu éclaires quelque chose, les choses qui vont faire sens vont te parvenir. C'est-à-dire qu'effectivement, dans le flow, moi, je suis tout à fait d'accord qu'à un moment donné, il faut aussi pointer vers des gens qui savent de quoi ils parlent, qui ont expérimenté, qui ont l'habitude d'accompagner et qui ont des vraies réponses à nos questions. C'est pas des réponses qui vont être calquées, mais ça va ouvrir des champs de réflexion avec des données qui vont nous être utiles et qui vont pas chercher à nous noyer. Et ce truc-là de qu'est-ce qui fait sens, et c'est très personnel. Parce que tu vois, il y a des personnes qui vont faire du cododo, d'autres non. Et c'est aussi important, et on revient à l'instinct parental, de rester accroché à soi. Moi, j'avais une pédiatre charmante. Je ne lui ai jamais parlé de cododo. Jamais. Je savais déjà. Elle allait suivre la croissance, elle allait faire son job de pédiatre. Je savais déjà quel genre de message j'allais avoir autour du cododo. J'estimais qu'elle n'avait pas du tout à avoir ce genre d'informations parce que ça allait polluer notre relation où elle avait cette posture de professionnelle et je savais où l'attendre et où je ne pouvais pas l'attendre. Mais je pense que dans le flot d'informations, c'est de savoir est-ce que ça vient alimenter quelque chose qui va vraiment être utile pour moi et mon enfant. Et ça,
quand on allume les lumières, a priori, on peut le voir. C'est aussi couper le bruit, couper le brouhaha du tout, du rien, du tout venant, du tout et son contraire. Et à un moment donné, se raligner, dire attends, qu'est-ce que je suis en train d'entendre? Est-ce que ça me parle? Est-ce que ça, c'est cohérent? Et puis surtout, la qualité. Il faut vraiment contrer ce phénomène de quantité par un phénomène de qualité. Pas besoin de beaucoup d'infos, mais les bonnes. Et ça, c'est hyper important, mais c'est aussi s'éduquer à ça. S'éduquer à aller chercher de la bonne info. Et heureusement, il y en a aujourd'hui de plus en plus. Puis je pense aussi que, tu vois, moi j'ai une anecdote là-dessus avec la pédiatre qui suit nos enfants. Et Sarah avait 2 ans, tu vois, donc je l'amène faire la visite des 2 ans, tu vois. Et donc elle dit à Sarah, bah alors Sarah, t'es toujours allaitée? Oui, puisque Sarah a été son allaitement à 4 ans. Et comme ça, elle lui balance, va peut-être falloir penser à arrêter quand même. Tu vois, direct à ma fille, à 2 ans, tu vois. Et moi, en fait, mais très calmement, je dis, excusez-moi docteur, est-ce que vous pouvez me dire sur quelles études, sur quoi vous appuyez pour faire cette remarque? Et en fait, elle a vraiment eu, tu vois, elle a fait comme ça, elle a réfléchi, elle a dit, mais en fait, sur rien, j'aurais pas dû le dire. Non, mais tu vois, c'est important de le dire parce qu'il y a des pros de santé, mais c'est une pédiatre, elle a, là, elle doit avoir 28 ans d'expérience, tu vois. Et pareil, elle a attendu 25 ans pour rencontrer une famille qui faisait la DME, tu vois. Et elle nous avait dit qu'on s'était lancé, bon, je vous donne les feuilles que je dois vous donner, mais si vous le sentez, faites comme ça. Faites comme ça. Et genre 6 mois après le début de la DME, elle a fait, ben ça marche en fait votre truc. Non, mais tu vois, je veux dire, il y a aussi des pros de santé. Et je pense que c'est là où ce que disait Audrey est important, c'est que ce sont des gens qui ont acquis un savoir qui est précieux, il n'y a pas de débat là-dessus, mais qui ont aussi acquis l'expérience de l'accompagnement et qui se sont dit, enfin pour en avoir parlé avec elle, c'était ses parents se font confiance. Ça se passe bien. Même si on n'est pas dans les clous forcément, même dans les clous des études, tu vois, je vois pas pourquoi est-ce que j'irais perturber un équilibre qui fonctionne, quoi. Revenons sur la santé des enfants. C'est quoi, selon vous, les choses essentielles qu'on devrait transmettre à nos enfants pour qu'ils prennent soin de leur santé? Grosse question quand même. Moi, c'est vraiment la première chose qui me vient en tête et que je trouve qui est très, très, très souvent oubliée. D'ailleurs, on le voit, ça revient beaucoup chez les adultes. On a vraiment cette quête chez les adultes de bien-être et de faire attention à ce que je mange, à ce que je fais, le mouvement, etc. Mais c'est ça, en fait, c'est l'alimentation. La première chose qu'on expérimente avec son enfant, c'est l'alimentation. Parce que c'est la première chose qu'on lui donne quand il sort du ventre, c'est on l'alimente. Donc c'est déjà l'alimentation, l'impact de l'alimentation. Tout de suite, alors pas à 6 mois et encore, parce que c'est en donnant de bonnes habitudes, des habitudes saines autour de l'alimentation, du sommeil, du mouvement, du développement, qu'on plante des graines. Faut pas oublier qu'en tant que parent, on plante des graines. D'accord, on fait juste planter des graines. On façonne personne, on formate personne, on plante juste des graines. Ça se peut que toute ta vie, t'aies fait manger super bien à ton enfant, puis qu'il arrive à l'adolescence et qu'il décide de manger McDo tous les jours. D'accord, ça se peut. Donc, il y a ce côté où plante tes graines, elles vont germer à un moment ou à un autre. Donc, c'est pour moi vraiment la santé, ça passe par l'alimentation en premier, vraiment, parce que c'est quelque chose qu'on oublie vraiment beaucoup. Le sommeil, bien évidemment, parce qu'on le voit aujourd'hui, on a de grosses difficultés de sommeil chez les enfants plus vieux qui sont à l'école, chez les adolescents. On a de grosses difficultés alimentaires et de sommeil, de mouvement aussi. C'est-à-dire, c'est vraiment les 3 piliers d'une santé globale, c'est le mouvement, le sommeil, l'alimentation. On appelle ça l'hygiène de vie, de manière générale. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on essaye de faire. Moi, c'est ce que j'essaye de faire, vraiment travailler. Et d'ailleurs, je vais davantage le faire sur les médias sociaux, travailler sur cette hygiène de vie. Mais on ne peut pas transmettre des bases de santé solides si nous-mêmes, on ne les a pas. C'est ce que j'allais te dire. Donc, ça passe déjà par nous. Ça passe par cette prise de conscience. Moi, je pense qu'avoir un enfant, c'est aussi, je parle souvent de levier, en fait, de puissance, de levier, de prise de conscience sur, OK, je viens d'avoir un enfant, mais je veux lui apprendre à prendre soin de lui, mais je dois d'abord prendre soin de moi. C'est-à-dire, je dois d'abord, moi, changer peut-être mon alimentation, je dois, moi, peut-être changer mes habitudes, je dois, moi, peut-être changer des choses déjà dans mon hygiène de vie pour que je sois le modèle de mon enfant, parce que nous sommes leur premier modèle. Donc, ça passe par cette transmission, finalement, ces graines que l'on plante chez nos enfants. Et on parle de confiance depuis tout à l'heure, et c'est hyper important de rester confiant. Parce que je peux vous dire que quand votre enfant arrive à 12, 13 ans, qui dit « Mais maman, à l'école, tout le monde dans les lunchs a des chips, des je sais pas quoi, comme gâteau, etc. Plein de sucre dans le lunch, plein de choses qui sont pas saines et qui ne favorisent pas en tout cas une santé globale saine. Tu dois lui enseigner, lui dire « Oui, c'est vrai, peut-être que tes amis ont des chips, peut-être que tes amis ont ci, peut-être que tes amis ont ça, mais tu sais, tes amis peut-être ne savent pas qu'est-ce qui est bon
pour rentrer dans leur corps. Peut-être qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui va leur faire du bien. Moi, j'ai un fils qui fait de l'eczéma. Là, on a vu les gros booms des chocolats de Dubaï et patati et patata. Donc, on a lâché un petit peu, on a ouvert les vannes. Il a mangé plus de sucre et de chocolat que d'habitude. Son eczéma a flambé. Donc, j'ai pu lui dire, regarde, t'as vu l'alimentation, dès que tu as une alimentation qui sort un petit peu de celle que tu as habituellement, ça te fait pas du bien. Donc, une fois de temps en temps, ça va. Mais ça ne doit pas être des habitudes. Et ça, c'est vraiment ces graines-là qu'on plante sur le mouvement, l'alimentation, le sommeil. Ce sont vraiment les 3 piliers. Et pour être maman de 3 enfants, c'est ces 3 choses-là qu'on travaille très, très fort avec les enfants. Je pense qu'en effet, l'exemplarité, elle est importante et ça rejoint aussi, tu vois, ce qu'on disait au tout début quand on parlait des besoins. Alors même si je pense qu'il faut pas mentir aux gens, il faut s'accorder à dire que quand on a un nourrisson qui arrive, nos propres besoins vont être mis à mal pendant une certaine période, mais que c'est aussi un cadeau, moi je trouve, qu'on fait à nos enfants, d'à un moment rappeler, stop, mes besoins sont aussi importants, ma santé est aussi importante, et je vais par l'exemplarité, en te montrant que la bienveillance que j'ai pour toi, en fait, je l'applique aussi à moi-même. Complètement. Et ça permet d'avancer sereinement, quoi. Comment est-ce que, tu vois, sur ces sujets d'alimentation, comment est-ce que les compléments alimentaires peuvent nous aider dans cette approche globale de santé? Parce que moi, je le cache pas hein, à ce micro et devant vous, hein, c'est que moi-même, je prends des compléments. Je prends des compléments de magnésium, de vitamine C, et je prends les compléments de sommeil de laboratoire Unae. Tu sais, c'est pour m'aider à l'endormissement, et ça marche très très bien. Mais comment est-ce que ça peut nous aider à avoir cette approche globale sur la santé? Déjà, quand on parle de compléments alimentaires, la première étape, parce qu'on parlait des piliers de la santé des enfants, c'est la compréhension de notre corps. C'est vrai que ça peut paraître bête, mais c'est la première chose. C'est-à-dire que nos enfants sont d'une curiosité phénoménale. Ils sont capables de comprendre. Et paradoxalement, l'enfant a souvent été un peu la tierce personne, celle dont on parle à la 3e personne. On fait des choses pour son bien, on lui donne des choses, il doit les prendre, il ne sait pas trop pourquoi. Mais il peut tout à fait comprendre à quoi servent les fibres, à quoi servent les protéines, pourquoi telle et telle chose, comment fonctionne son intestin, comment fonctionne son estomac, comment fonctionnent ses poumons, comment fonctionne absolument tout son organisme. Parce qu'en fait, ce qui manque, c'est le sens. Et ce sens-là, il est capital pour justement comprendre sa santé, nouer un lien sain avec l'alimentation, un lien sain avec son corps. Et se dire, mais en fait, mon corps, il a besoin de quoi? On se pose la question de ce qu'on va mettre dans... Tu parlais tout à l'heure de l'analogie avec on va accueillir un animal de compagnie. On se pose plein de questions sur comment doit rouler sa voiture. Hein, quelle essence faut mettre, quelle huile, comment on l'entretient. On a une approche des technologies qui est presque folle furieuse. Et la technologie la plus dingue qui nous constitue, on est souvent un peu étranger à ça. Alors que nos enfants, en fait, pour construire cette santé-là, déjà la compréhension. Les compléments alimentaires, ça peut soutenir de différentes façons. Déjà aussi parce qu'il y a un complément d'une alimentation de façon parfois permanente, comme la vitamine D, parce qu'on en a tous besoin. Et donc, pareil, hein, c'est déjà la première compréhension oui, cette vitamine, pourquoi je la prends, qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle est importante, comment je la synthétise. Puis après, il y a des besoins plus ponctuels. Par exemple, dans les moments de sélectivité alimentaire, où là, les parents sont au taquet, tout le monde a la pression, notre enfant n'a plus envie de manger que des pâtes et du riz. On a semé nos graines, mais on est dans un moment où les graines sont un petit peu en jachère et notre enfant a plus envie de manger grand-chose. Et évidemment que plus on va crisper, et moins ça va se passer tranquillement, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que l'apprentissage de l'alimentation, c'est aussi ludique, c'est incompatible avec toute forme de pression. Donc le complément alimentaire peut venir soutenir pour pouvoir assurer les apports journaliers. Ça peut permettre, justement, même le magnésium. On sait que le magnésium, c'est un peu un cercle vicieux. Quand on est en situation d'étude, de stress, de mobiliser beaucoup ses ressources, on peut avoir besoin de plus de magnésium dans ces moments-là. Et quand on en manque, ça va amplifier ces phénomènes. Donc, le complément alimentaire, il est vraiment pour tout à chacun un soutien. On sait aussi que l'alimentation, malheureusement, c'est énormément appauvri. On parlait il n'y a pas longtemps. Oui, tout à fait. En comparant le taux de vitamine A dans une tomate. En France, entre 1950 et maintenant, il y a 70% de moins de vitamine A dans une tomate. Les pommes, c'est pareil. Mais c'est ce qu'on disait. Les pommes, c'est pareil. C'est l'appauvrissement des sols, les cultures intensives. Le mode de vie. Le mode de vie. Notre mode de vie. Donc, en fait,
On me demande souvent, un peu naïvement, mais alors moi je comprends pas, j'ai ce qu'il faut dans mon assiette, je mange normalement, pourquoi je devrais prendre des compléments alimentaires ? Parce qu'on vient de se dire ça, en fait. C'est parce qu'aujourd'hui, notre alimentation ne répond plus complètement à nos besoins et que notre mode de vie non plus. Donc le complément alimentaire, pour moi, c'est vraiment un partenaire et un soutien aussi bien pour les enfants, mais aussi pour les parents, pour apaiser tout le monde. Oui, puis tu vois, tu disais comprendre comment fonctionne son corps, mais même quand on est adulte, après, là, moi, tu vois, par exemple, je disais, je prends différents compléments parce qu'en fait, j'avais un problème de métabolisme. J'ai vu une spécialiste formée, une médecin, nutritionniste, endocrinologue qui me suit, qui a déjà des années d'expérience. Et en fait, elle m'a expliqué comment mon corps fonctionnait, surtout là, comment est-ce qu'il dysfonctionnait, tu vois. Et j'ai pu, du coup, prendre des compléments alimentaires. Je pense aussi à cette fameuse vitamine D. C'est marrant parce que celle-là, personne ne l'a mis en question. Et tant mieux, tant mieux. Mais tu vois, il y a des choses comme ça qu'on a réussi à acquérir, mais pas sur le reste, en fait. Pourquoi ? Dis-moi. Parce que ça vient des médecins. C'est vrai. Parce que la vitamine D est prescrite dès la maternité. Donc, c'est la vitamine qu'on retient parce que c'est celle qui est prescrite par la toute-puissante médecine, en fait, traditionnelle. Donc, il y a un clivage entre médecine traditionnelle et médecine alternative et on met les compléments, en fait, dans ce clivage-là, alors que, comme tu le dis, les compléments viennent soutenir une santé globale. Aujourd'hui, tu dis ce qu'il y a dans son assiette. Moi, ce que je dis aux familles, parce que je travaille beaucoup avec les compléments et les suppléments avec les familles, oui, peut-être que ton assiette est complète, mais est-ce que tu as ton nombre d'heures de sommeil ? Est-ce que le matin, tu te réveilles avec un réveil ? Juste le fait de se réveiller avec un réveil vient couper ton système, vient couper la sécrétion de tous les bons micro- et macronutriments. Ne serait-ce que dormir plus tard que ce que tu devrais dormir, c'est-à-dire on a normalement physiologiquement une fenêtre d'éveil en tant qu'adulte entre le lever du soleil et le coucher du soleil, c'est notre fenêtre d'éveil. Au coucher du soleil, si on respectait notre physiologie, hormonalement parlant, on devrait s'endormir quand le soleil se couche et dormir jusqu'à ce que le soleil se lève. C'est ce que personne fait. Juste ne pas respecter ce rythme naturel de son horloge biologique vient couper la sécrétion de certaines hormones. Se réveiller à 4 heures du matin, faire 1h30 de route le matin avec la pollution qui vient dans le nez, avec le stress, réveiller nos enfants le matin pour aller à l'école. Enfin, toute notre mode de vie aujourd'hui vient court-circuiter la sécrétion et la distribution correcte des micros et des macronutriments. Donc aujourd'hui, je prends un autre exemple très simple. Moi, je vis en Amérique du Nord depuis 10 ans, d'accord ? Donc, on est les rois des compléments, etc. Puis au début, j'étais là, waouh, la pharmacie, genre, c'est comme, waouh, il y a vraiment beaucoup de choses. Et du coup, tu t'informes, tu te dis, mais ok, maintenant, je comprends pourquoi, en fait, il y a certains compléments qui sont donnés. Et aujourd'hui, ils font partie intégrante de ma vie de maman, mais aussi de professionnelle. Dans le sens où, j'attends pas que mes enfants soient malades. D'ailleurs, il y a pas longtemps, qu'est-ce que je t'ai recommandé ? Mais oui, mais en plus, tu vois, c'est ce que j'allais dire. En préparation de cet épisode, je t'appelle, on s'appelle, je te dis que moi j'étais avec les allergies, j'en pouvais plus. Je te les raconte en plus il y a pas longtemps. Et du coup, je dis, Audrey me dit, mais tu prends pas d'équinacée ? Voilà. Et je dis, alors je sais même pas ce que c'est. Toi, tu me dis, en fait, ici tout le monde en prend, etc. Et je les prends, 3 jours après, c'était fini. Voilà. Si tu veux, c'est quelque chose. Et nous. Complément. Et attends, je précise, en complément de mon traitement de fond. Complètement. Tu vois, j'ai quand même un antihistaminique, etc. C'est pas un médicament. C'est pas un médicament. Mais ça a boosté le truc, quoi. Ça booste, ça vient aider ton système à intégrer le médicament, à intégrer un traitement, à intégrer une bonne santé. Ça vient juste soutenir ton système. Souvent, on voit ça comme non, il n'y a pas besoin, il y a tout ce qu'il faut dans l'alimentation, il y a tout ce qu'il faut. On parle que de l'alimentation, mais il n'y a pas que ça. Il y a le mode de vie aussi. Les enfants rentrent dans les crèches, les garderies, les choses, milieux de garde communs, où c'est des nids à bactéries. Juste là, n'attendez pas que vos enfants soient malades. Soutenez leur système immunitaire avec des compléments. Et ça, c'est quelque chose, moi, typiquement à la maison, mes enfants sont éduqués là-dessus et les amis de mes enfants viennent demander des conseils. C'est-à-dire que mes enfants font du sport à haut niveau et on est une famille de cœur aussi d'un enfant de 21 ans qui est arrivé il y a 5 ans chez nous. Et quel plaisir de voir qu'aujourd'hui, il est à l'université, il a 21 ans et il a intégré chacun des tips qu'on lui a donnés, chaque graine qu'on a plantée a germé chez lui. Il fait du sport, il mange correctement, il fait attention à ce qu'il mange, c'est sans pression, tu vois, c'est pas tu passes des fois par la pression avec les ados ou d'un coup dire non, je peux manger ça, mais tu sais, tu leur apprends aussi l'équilibre en fait. Et du coup, je vois mes enfants qui ont des réflexes où tous les matins, c'est les vitamines, c'est l'oméga 3. En ce moment, c'est période d'examen, c'est du magnésium. Quand je vois, pareil, que la peau est un peu abîmée avec l'eczéma, pareil, on va aller chercher des micros, des macronutriments, on va changer l'alimentation. Enfin, il y a plein de choses à faire en fait pour soutenir la santé avant d'être malade. Et les compléments viennent soutenir cette santé-là parce qu'aujourd'hui, je suis désolée,
on va peut-être nous fâcher des gens, mais notre mode de vie aujourd'hui ne nous permet pas de subvenir à l'entièreté de nos besoins. Et pour le coup, on a besoin d'aide. Ouais, et en plus, il y a quelque chose que tu dis, moi qui me parle énormément, c'est que le fait de soutenir et la prévention. Et quand on parle de l'utilité des compléments alimentaires, et tu parlais justement de nos enfants qui arrivent en crèche, en école maternelle, et dont l'organisme est saturé, fatigué, parce qu'ils sont en train de devoir... le système immunitaire est extrêmement sollicité, et c'est extrêmement fatigant pour eux. Ils sont en pleine croissance, ils sont en train de faire de nouvelles acquisitions, qu'elles soient sociales, intellectuelles. C'est monstrueux, en fait, ce qu'ils vivent. Et c'est vrai qu'en France, on n'a pas, dans notre culture de la médecine, ce rapport à la prévention. On est souvent en train d'agir quand c'est déjà un peu tard, finalement, ou qu'il y a pas mal de dégâts qui ont été faits. Et c'est vrai que c'est ce qui questionne, parce qu'on se dit, mais pourquoi est-ce que vous ne facilitez pas la vie ? En facilitant sa propre vie à soi, en prenant des choses qui nous soutiennent, mais pour les enfants, c'est pareil. On voit des enfants épuisés, avec la morve en production astronomique de septembre à juillet. Est-ce qu'ils ont besoin de ça ? Est-ce qu'on ne peut pas leur donner un peu des choses qui leur permettent de pouvoir mieux affronter et mieux se reposer et mieux apprendre ? Un enfant qui vit ces perturbations, c'est un adulte qui vit ces perturbations. Donc, en fait, c'est que toute la famille est touchée et l'impact du manque de sommeil chez l'adulte a des conséquences qui sont différentes de l'impact du manque de sommeil chez l'enfant. Chez l'enfant, ça va toucher son développement, ça va toucher ses acquisitions. Chez l'adulte, ça va toucher son humeur, ça va toucher sa capacité à avoir de la patience, à être lucide dans ses choix. Donc, en fait, c'est hyper important de sensibiliser et encore une fois, allumer la lumière sur cette notion de complément supplément. C'est un soutien à la santé. D'accord ? C'est pas un remède miracle qui va faire en sorte que votre enfant ne va jamais revenir avec une maladie. Non, c'est pas ça. Mais peut-être que ça va durer moins longtemps. Peut-être que ça va arriver qu'une fois au lieu de 10 dans l'hiver. C'est la seule chose, en fait. C'est le principe des vaccins. Hein. Exactement. Non, mais tu vois, je veux dire, on a quand même des vaccins qui nous disent on va éviter les formes graves. Et là, ça choque personne parce que c'est de la médecine, c'est de la médecine traditionnelle, allopathique, etc. Exactement. Alors qu'en fait, c'est le même principe. Et quand tu n'as pas de médecin, moi, je vis au Canada, la médecine est moins accessible. D'accord ? On a un système de santé qui est identique à la France dans le sens où c'est pas parce qu'on paye, mais elle est inaccessible parce qu'il n'y a personne. Il n'y a pas de médecin. D'accord ? Eh bien, je peux te dire que tu fais attention à ta santé parce que tu n'as pas envie d'aller chez le médecin et payer $500 à chaque fois de consultation. C'est ça. Tu comprends ? Ça, bien sûr. Et tu vois, ce que tu dis aussi, ça me rappelle, moi, ça me renvoie quand même au sujet éducatif. C'est que si on dort mieux, moi, c'est quelque chose que je vis en ce moment avec la reprise en main de mon métabolisme, tu vois. Si on dort mieux, si on mange mieux, si on se sent mieux, si on a plus d'énergie, en fait, on a plus de ressources pour accompagner nos enfants, tu vois, aussi dans la bienveillance, dans le respect de leurs droits, etc. Exactement. C'est très lié, tu vois. Et il y a tellement de choses qu'on ne sait pas. Petite anecdote encore personnelle, grâce au suivi, je vais la citer quand même, c'est de la docteure Grégoire à côté de Bordeaux. Tu vois, il se trouve qu'en fouinant, en faisant des analyses, en fouinant, on est tombé sur une carence en iode qui m'a fait une hypothyroïdie. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, mon corps au repos, il est censé dépenser de l'énergie et en fait, le mien, il n'en dépensait pas. Du coup, c'est aussi ce qui faisait que j'avais une certaine prise de masse graisseuse, etc. Et tout simplement, depuis que je me complémente en iode, ça va vachement mieux. Et j'en parle avec une amie médecin, elle me dit, mais tu sais Cédric, mais tout le monde a une carence en iode en France. Non mais tu vois, c'est des trucs en fait qu'on sait, en tout cas que visiblement les médecins savent et qu'on prend pas en main, tu vois. On devrait se dire ok, et ça vaudrait peut-être le coup de faire un check-up. Bien sûr qu'on est en France, je veux dire pris en charge, parce que c'est important que la politique publique s'en mêle, qu'on réfléchisse. Les mutuelles aussi aujourd'hui quand même réfléchissent aux compléments alimentaires, à une certaine prise en charge, etc. Et c'est très bien. Mais on a vraiment tout ce côté où on se rend pas compte de tout l'impact que ça peut avoir, tous ces sujets du sommeil, de l'alimentation, etc. Quand on se parle de compléments alimentaires, aujourd'hui, moi, toi, on a choisi donc de discuter avec les laboratoires Unae, avec Nateos. Qu'est-ce qui t'a convaincu, toi, en tant que pro, en tant que maman, sur leur approche, leur façon de faire ? Alors moi, je suis très sensible au marketing agressif que vous n'avez pas. Exactement. Je suis même allergique, je dirais. Je suis allergique au marketing agressif en ce qui concerne le bien-être et la santé. Et en fait, j'ai retrouvé cette humanisation
du supplément, du complément. Parce que c'est des parents, déjà, en fait. Si tu veux, c'est comme si des parents avaient mis au service de la santé de leur enfant en premier. Ils ont répondu aux besoins de leur enfant avant de l'ouvrir aux autres. Et je trouve qu'il n'y a rien de mieux que l'expérience pour créer des choses. Et j'ai aimé ce côté vraiment humaniser le complément. On n'est pas sur voilà, les gros... les grosses campagnes de publicité, les gros trucs qui disent... Enfin, moi, encore une fois, je le répète, mais je viens d'Amérique du Nord et on est assommé de publicité. Donc, je trouve que ce côté naturel, humain, relation, vraiment mettre la famille et l'enfant au cœur, en fait, de votre communication, moi, c'est ça qui m'a parlé. La simplicité. Je pense que c'est vraiment la simplicité à laquelle moi, j'ai été sensible, en fait. Et cette volonté de s'associer à des professionnels de santé. Moi, c'est ça qui m'a plu parce que c'est pas tout le monde qui le fait. Et encore une fois, ce choix, et je pense que tu le sais, je respecte énormément et je suis fidèle aux gens qui respectent notre profession. Et je trouve que intégrer les professionnels de santé dans votre communication, pour moi, c'est ce qui a aussi fait la différence parce que, veut pas, nos études, c'est la compréhension du corps. Donc, on sait à quoi sert le magnésium, on sait à quoi sert la vitamine D, on sait. Et notre travail, c'est ce travail de prévention. Donc, si on ne travaille pas main dans la main, en fait, on n'avance pas. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai aimé travailler avec eux et que je suis de nouveau ici avec eux. Est-ce que, j'ai une question du coup, est-ce que c'est un modèle vraiment que vous avez réfléchi d'avoir cette approche un peu familiale en fait, en tout cas très proche de l'humain, et est-ce que c'est quelque chose qui vous semble, enfin j'ai l'impression qu'il faut presque avoir la foi aujourd'hui, tu vois, on parlait de marketing agressif, il faut presque avoir vraiment foi en ce modèle pour avancer. En fait, tu sais, je pense que c'est valable aussi pour Julien, mais comme pour moi, mais c'est impossible de faire les choses autrement. En dehors de ce qu'on est. Ça demande aussi une forme d'humilité et de dire, on ne sait pas tout, on va avancer, on va s'améliorer, on va ouvrir des questions ensemble. Je pense que c'est aussi parce que c'est dans nos valeurs, notre façon d'être en tant que personne. Tu vois, tu parlais de l'expérience de parents. Mais c'est comme ça qu'on a abordé Unai. Moi, j'avais vraiment des très gros problèmes de santé. Je sais que Julien aussi avait dû faire face à pas mal de choses dans sa jeunesse. Et c'est parce qu'il a fallu se poser des questions, défricher, se dire pourquoi il y a telle chose qui fonctionne pas, pourquoi ça s'est pas fait comme ça, pourquoi est-ce que les formules sont si compliquées, pourquoi est-ce qu'on trouve des trucs où, enfin, on devrait comprendre ce qu'il y a dedans. Et puis aussi, c'était l'idée de se dire, mais en fait, ça doit être un truc ouvert dans lequel on va aussi donner de l'information, on va aussi en recevoir, on va aussi échanger, on va aussi avancer comme ça. Donc moi déjà je suis pareil, hein. Le marketing agressif je ne supporte pas. Je trouve pas que le marketing soit un gros mot en soi, non. Parce que c'est porter la parole de quelque chose, mais j'avais envie d'y glisser une notion d'éthique dedans, en disant en fait ça doit être des passerelles qui sont faites vers d'autres humains. Alors oui, on a une entreprise, oui, on vend des compléments alimentaires. On peut le faire de 1000 manières. Et tu vois, c'est ça qui était important. Il n'y avait pas ce truc de « ouais, regarde, on va faire comme ça ». On va faire avec qui on est, avec les questions qu'on s'est posées, avec l'expertise qu'on a. Et si on peut simplement être un bon guide de montagne à des moments, c'est chouette en fait. Et juste ça. Voilà. C'est ça. Je pense qu'on se rejoint là-dessus. Tu vois, moi, les centres sont créés comme ça. Ma pratique est guidée comme ça. Voilà. Donc, c'est ça qui m'a rejoint beaucoup. Mais je pense que c'est ça, tu vois, je peux pas m'empêcher de faire le lien, moi, si tu veux, avec l'expérience en entreprise, etc. C'est parce que, tu sais, en entreprise aussi, dans le management, tu vois les gens qui sortent des écoles et qui se disent « je vais appliquer ce qu'il y a dans les écoles, etc. » Puis tu vois les gens qui ont le pied sur le terrain depuis un moment, tu vois. Moi, j'ai commencé à coacher, j'avais 18 ans, à être formé à ça, tu vois. J'ai aussi une expérience dans le handball, tu vois, dans l'arbitrage, dans le coaching aussi là-dedans. Et c'est vrai qu'après, et c'est marrant parce que tu vois, je me suis formé après, tu vois, j'ai passé un master après. Mais en fait, en vrai, même si la base théorique, elle est importante pour avoir les bonnes connaissances, les savoir les placer au moment, mais dès qu'il y a de l'humain, si tu veux, c'est l'expérience. Et quand on mène les choses avec le cœur, que ce soit une entreprise, même si, tu sais, en France, en plus, on a du mal à parler argent, tu vois, à mêler les choses. C'est pas un gros mot, c'est pas grave, ça doit pas être autant un tabou. Mais quand on fait les choses avec le cœur, c'est cool que ça soit là. Et c'est ce qui nous amène ici. Et qui nous amène aussi à la fin de cet épisode, quand même. Et moi, j'avais envie de vous demander si vous aviez un seul message à faire passer aux parents qui doutent, qui s'informent et qui veulent faire de leur mieux sans culpabiliser, ça serait quoi, chacune de votre tour?
Tu sais, le truc qu'on entend de partout, faites-vous confiance. Non, je dirais pas ça, on l'a dit. Oui. Moi, j'ai une chose que je dis à toutes les familles que j'accompagne, et elles sont des milliers aujourd'hui. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. C'est vraiment mon leitmotiv, c'est on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Si on n'a pas, ben on va chercher. Ouais. C'est vraiment ce côté, ouais, c'est ça, ce qui me vient à l'esprit, c'est vraiment on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. C'est pas parce que vous voyez de l'information, c'est pas parce qu'il y a des personnes qui vous amènent à réfléchir autrement qu'il faut tout de suite se dire elle me fait culpabiliser, vos posts sont culpabilisants, vos infos. Non, non. Si tu refuses d'évoluer, c'est ton choix. Moi, je t'amène dans un chemin que tu ne connais pas. Fais-moi confiance, suis-moi, mais sinon, reste là où t'es. Je me permets juste de mettre un petit garde-fou à ce que tu viens de dire, parce que toi, tu es Audrey, tu as la compétence et l'expérience. On voit aussi sur les réseaux sociaux des personnes qui n'ont absolument pas la compétence ni l'expérience d'accompagnement, qui disent beaucoup de choses, et tu sais, peut aussi avoir un espèce d'effet Barnum et qui peuvent jouer là-dessus. Donc l'effet Barnum, c'est en fait, on va vous dire les 3 signes qui disent, ou les 5 signes qui montrent que vous êtes ceci ou cela, alors qu'en fait, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe à déterminer. Donc il faut se méfier, je pense, de ces accroches marketing. C'est ça, et comment se méfier, important. c'est ça. C'est comment on peut se méfier, c'est allumer la lumière, comme on a dit tout à l'heure, en fait. J'ai du mal, moi je suis un peu, c'est difficile pour moi aujourd'hui parce que j'ai du mal à comprendre, vraiment j'ai du mal à comprendre, et quand on comprend pas c'est difficile de guider. J'ai du mal à comprendre comment on peut confier la santé de ses enfants, comme je vous disais, à des gens qui n'ont jamais eu un enfant dans leurs bras, à part les leurs, ou derrière un écran. Moi, ça, c'est quelque chose que... Alors, est-ce que... Des fois, je me dis, est-ce que je suis d'une autre génération? Est-ce que je suis trop ancrée dans ma posture professionnelle? Mais je me dis non, parce que quand je vois que, par exemple, je sais pas, moi, un enfant a été accompagné au sommeil avec une méthode rigide, etc., et qu'en fait, il avait juste une anémie ferriprique, enfin, qui manquait de fer, je me dis non, je peux pas, je suis pas d'une autre époque. Il y a vraiment quelque chose. Donc, c'est ce côté... Allumer la lumière, en fait. Aller voir des gens, comme tu disais tout à l'heure, qui... Moi, j'ai beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux, et aujourd'hui, ça me fait défaut parce que je peux passer pour tu sais, c'est pas quelqu'un de fiable parce qu'elle a je ne sais pas. C'est une influenceuse. Voilà, c'est une influenceuse. Non, je suis professionnelle de santé depuis 22 ans maintenant. Je travaille auprès des familles. Je n'ai rien fait d'autre de ma vie. Aujourd'hui, je pourrais pas faire autre chose, et je suis sur le terrain. Tous les jours, en fait. Hier, j'ai accouché, avant-hier, j'ai pris l'avion cette nuit. Avant-hier, j'étais en accouchement. Donc, je suis sur le terrain tout le temps, en fait. Et je pense que ça se voit, quelqu'un qui parle avec l'expérience. Ça se voit. Donc, consommez des contenus qui vous élèvent, pas qui vous font culpabiliser, justement. Je pense aussi que quelqu'un, moi, une petite astuce que j'ai, c'est que quelqu'un qui a l'expérience, qui a la compétence et qui connaît le terrain, va pas forcément chercher à vous convaincre avec des techniques marketing, justement. Il n'y a pas besoin, en fait. Il n'y a pas besoin de ça. Moi, je le dis, des fois, on me dit, mais est-ce que si je prends un rendez-vous avec vous, est-ce que mon enfant va dormir? Je dis, désolée, je suis pas de vendeuse. Je peux pas vous le dire. Je suis pas une vendeuse. Donc, j'arrête. J'argumente même pas. En fait, je dis, écoutez, je suis vraiment désolée. Si vous sentez réservé, si vous le sentez pas, réservez pas. Mais moi, je vous vendrai pas mes services. Je suis pas une vendeuse. Si je savais vendre, je serais pas là aujourd'hui. Émilie, pour les parents qui nous écoutent. C'est-à-dire que il faut se méfier de l'effet de bord. Et pourtant, je suis coach aussi, comme toi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le développement personnel et dans toutes les informations qui vont circuler un peu partout, il y a un peu cette idée qu'il faudrait être la meilleure version de soi-même. Par rapport à qui? Gros problème, à quand? À quoi? Pourquoi? Et donc, ce truc qui corrobore un peu ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que, en fait, l'idée, c'est de faire de son mieux. Et donc, de supposer qu'on est la meilleure version de soi-même au moment où on y est. On fera peut-être mieux demain, on fera peut-être différemment. En fait, à un moment donné, il faut être dans ce truc-là, de se dire, je m'inscris dans ici et maintenant, je suis en chemin, la vie est en mouvement, nos enfants sont en mouvement, je suis un individu en mouvement, les connaissances sont en mouvement. Complètement. Donc, sans être dans cette espèce de course à cocher toutes les cases, ni de cette espèce d'inertie, parce qu'en fait, comme on est en mouvement, l'inertie est quand même un peu notre ennemi, qu'elle soit mentale ou physique. Mais ce truc du pas après l'autre, je trouve que c'est assez sain, parce que ça permet aussi de se regarder soi avec bienveillance, d'accueillir nos erreurs et nos questionnements et nos moments où on se prend les pieds dans le tapis, et puis aussi ne pas oublier que se prendre les pieds dans le tapis, c'est un cadeau. Complètement. Moi, je dis souvent ça, c'est être à genoux, c'est l'occasion de se relever. Ouais. Voilà. Donc oui, il y a des moments dans la vie où même en tant que parent, on va être désabusé, on va plus savoir,
on va plus savoir quoi faire, on va plus savoir où chercher de l'info, on sait plus. Mais c'est le moment de faire le tri et c'est le moment de faire le ménage en fait. Et ça, aujourd'hui à bientôt 40 ans, je pense qu'on est amené à faire souvent le ménage dans sa vie et on nous prépare pas à faire le ménage dans notre vie. On nous voit faire le ménage dans nos maisons, mais pas dans notre esprit. Ouais. Et on est amené à le faire très souvent. Chaque étape de nos enfants, que ce soit le nourrisson, l'adolescent t'amène à faire un énorme ménage dans ta vie. Le jeune adulte aussi, c'est chaque étape, puis tu grandis en même temps que tes enfants. Il faut accepter de parfois ne pas savoir et tomber. En fait, c'est dire, ok, attends. Je fais le ménage, je fais le tri, et là, je me relève et c'est ça la vie, en fait. Comme tu dis, c'est être en mouvement, évoluer et se remettre en question. N'hésitez pas vraiment à vous remettre en question. La remise en question est une force, encore une fois. Se remettre en question, questionner ce qu'on fait. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Si aujourd'hui on a parlé de choses, si aujourd'hui vous mangez, enfin vous vous rendez compte que effectivement, je me rends compte que mon enfant il a peut-être pas tous les ingrédients. Ben, c'est génial, mission accomplie en fait. Ça veut dire que vous avez fait mal actuellement, ça veut dire que vous pouvez faire mieux. C'est tout. C'est juste ça en fait, faire mieux, faire différent. C'est l'occasion en fait d'avancer. C'est pas tu parles beaucoup d'éducation positive, etc. Enfin, tu vois. Et des fois, tu as des parents qui le reçoivent en mode « Ouais, mais c'est pas bien ce qu'on fait. » Non, ça veut pas dire ça. J'ai oublié la citation. Ça me fait défaut, là, ma mémoire. Mais il y a une citation que je te donnerai, que tu pourras peut-être ajouter, c'est de Maya Angelou, qui disait que savoir, c'est juste une occasion de faire mieux, d'évoluer, en fait. Maintenant, on a des iPhones dans les mains qui font des photos à des 5 millions de pixels, etc. Donc, on accepte d'évoluer avec un iPhone dans les mains, mais on n'accepte pas d'évoluer à l'intérieur. C'est un peu paradoxal. Je suis d'accord avec toi. Merci beaucoup, Audrey. Merci beaucoup, Émilie. Merci à vous deux. Merci beaucoup.